c'était de vous présenter ce projet donc en 4 parties, la situation en Bourgogne-Franche-Comté, le projet, la genèse du projet et les acteurs qui y participent, un zoom sur les 3 actions, du projet et puis, bah, du coup, comment y participer. Donc un petit peu de contexte tout d'abord, on va voir un petit peu ce qui est des mortalités et l'évolution des pratiques ces dernières années. Hem, donc je suis à la diapo où on voit la petite carte de France. Il faut savoir qu'à la sortie de l'hivernage, 2024-2025, la Bourgogne-Franche-Comté enregistrait le plus gros taux de mortalité, de France. On était à 31,65. Alors suivi de très près par la région Grand Est, hein, qui était aussi à plus de 31, mais on était bien plus élevé que la moyenne, nationale qui était autour de 21,88. Donc en fait, il y avait plusieurs, voilà, les facteurs principaux qui expliquaient ça. Donc ça a tout d'abord été une météo particulière, hein, 2024. Rappelez-vous, ça a été une saison très, très particulière, qui n'était pas du tout propice à l'apiculture et les grandes causes de mortalité et d'affaiblissement qui ont été enregistrées, c'est l'affaiblissement des colonies, donc qui est assez, multifactoriel, hein, on peut avoir un impact de la météo, de varroa, de frelons, de la famine et cetera. Varroa qui a été fortement identifié. Alors pourquoi cette année-là, varroa a eu plus d'impact que les autres années, même s'il en a tous les ans? On peut se poser aussi, la question, est-ce que cette année-là, plus que d'autres, il y a eu des échecs, de traitement? Puisque les colonies avaient une dynamique assez particulière aussi cette année-là et le frelon dont la prédation, s'intensifie de plus en plus, ces dernières années, surtout, voilà, en Bourgogne-Franche-Comté, surtout, voilà, au niveau des professionnels qui jusqu'à bon, on le voit surtout à travers les professionnels pour qui le frelon n'était pas tant un problème, il y a quelques années et aujourd'hui, même eux nous parlent de mortalité, due à la prédation. Donc au niveau de l'évolution des pratiques, ce qui nous importait de vous illustrer, ce soir, c'était le fait que donc l'amitrase reste, la molécule qui est le plus utilisée, dans la gestion de varroa, mais qu'on a une augmentation, de l'utilisation des acides. Donc, c'est le petit graphique en haut à gauche où, on voit la partie verte, qui monte petit à petit, sur ces 3 dernières années. Hem Et surtout, c'est le petit graphique en bas à droite, on a un nombre d'applications de traitement qui augmente aussi d'année en année. Jusqu'à maintenant, enfin voilà, là, on voit que l'application d'un seul traitement diminue au fur et à mesure et on est de plus en plus sur des tri, voire plus, thérapies, qui fait qu'aujourd'hui, ben, voilà, on traite varroa, pratiquement, alors je dirais pas toute l'année, mais, ça devient une problématique, de tous les instants, dès le début de la saison apicole. Hem Et donc du coup, on a, on a une augmentation de plus de 10 entre 2022 et 2025 du nombre de traitements médicamenteux qui combinent à la fois, de nombre de traitements qui combinent à la fois, le médicament et la méthode biotechnique. Et donc tout ça, c'est pour introduire enfin voilà, tout ça pour expliquer qu'en fait, le projet, il est là pour essayer de donner des moyens aux apiculteurs d'être plus plus autonomes sur leur gestion sur varroa pour avoir les bons moyens qui permettent de savoir, quand est-ce qu'il faut traiter, et avec quoi et éviter qu'on soit obligé de traiter varroa, toute l'année, quoi. Je suis à la suivante. Donc le projet, bon on va présenter le projet, les objectifs du projet, les acteurs. Donc l'objectif principal, du projet, donc c'est ce que je viens de vous dire, hein, c'est élaborer et expérimenter des outils et des données de référence sur la lutte varroa, donc en région Bourgogne-Franche-Comté, pour par la suite les mettre à disposition de tous les apiculteurs. C'est un projet qui a lieu sur 3 ans, donc de 2026 à 2028 et qui s'articule autour de 3 grandes actions. Donc ce qui est, le test de résistance aux acaricides, via, l'étude de la fiabilité, du test en apiarium, l'étude du taux d'infestation, des varrois, en varroa des colonies, donc ça passe par des campagnes varroa, et des retours en collectif pour voir où on se situe et voir comment on peut derrière adapter sa stratégie et l'action 3 qui est l'étude des périodes des facteurs d'absence de couvain, hivernaux, dans l'idée d'avoir un observatoire derrière des arrêts de ponte pour pouvoir, avertir tous les apiculteurs et savoir quand traiter.
Je suis à la diapo suivante. Oui. Donc, les partenaires du projet sont l'ADA Bourgogne-Franche-Comté, la section apicole donc, du GDS Bourgogne-Franche-Comté et l'ITSAP. Le coût total du projet, le coût du projet est de 123 850 € et donc il est financé en grande partie par la région Bourgogne-Franche-Comté, l'Union européenne et France Agrimaire. Tu m'entends? Donc là, on va faire un zoom sur les actions du projet avec test de résistance aux acaricides, étude du taux d'infestation en varroa des colonies au cours de la saison apicole. Et l'action 3, donc je redonnerai la main à Tiffaine. Alors, dans l'ordre de défilé, en fait, on va commencer par le taux d'infestation en varroa des colonies au cours de la saison apicole, parce que c'est ce qui va débuter tout prochainement. Alors, l'action 2. Donc, l'objectif, c'est de mener une étude du taux d'infestation en varroa des colonies au cours de la saison apicole. Donc, ça permet, là, donc, c'est fournir des indicateurs d'aide à la décision dans le choix des stratégies de lutte contre varroa aux apiculteurs. Sur cette action, qui vise à fournir des indicateurs d'aide à la décision dans le choix des stratégies de lutte contre varroa aux apiculteurs, on a 3 temps. Il y a le printemps, qui vise à évaluer, donc, au travers de nombre de varroa phorétiques présents dans les colonies, à évaluer l'efficacité du traitement de la -1 et éventuellement la nécessité de mesures de prophylaxie entre deux mielés, donc au cours de la saison, pour que les colonies puissent, puissent faire la saison. En été, les mesures se font avant les traitements et elles permettent de choisir la stratégie de traitement adaptée en fonction des niveaux d'infestation. Et en automne, aux alentours de début mi-octobre, eh bien, cette action permet de s'assurer de l'efficacité des traitements. Voilà, donc on souhaite disposer de données permettant de promouvoir les orientations de lutte aussi contre varroa et donc des orientations les plus efficaces. Alors, le déroulement. Eh bien, dans un premier temps, il faut identifier des apiculteurs pour participer, qui souhaitent participer, qui souhaitent avoir des informations sur le niveau d'infestation de son cheptel, et informer des traitements effectués sur les colonies l'année d'avant, ainsi que les taux de perte rencontrés. Au niveau de la collecte des échantillons, alors habituellement on fonctionne avec 10 échantillons par rucher, et bien souvent, quand on travaille avec des professionnels, les ruchers dépassent les 24 ruches. Alors si on est sur des petits ruchers, eh bien là on n'est pas obligé de prélever toutes les colonies. En tout cas, il faut que le prélèvement soit statistiquement représentatif du rucher, de la taille du rucher. Ensuite, on traite les échantillons, c'est-à-dire qu'on fait des lavages d'abeilles, ce qui nous permet de connaître les niveaux d'infestation. Et les apiculteurs bénéficient d'un retour individuel, nominatif, c'est-à-dire que les résultats concernant leur colonie leur sont transmis. Et il y a un retour collectif, c'est-à-dire qu'à la fin de la campagne varroa, par exemple de printemps, eh bien, il y a une compilation des données avec anonymisation des sources, où là, on va fonctionner par typologie de traitement. Et par exemple, on va prendre toutes les colonies qui ont été traitées avec Apivar, ou celles qui ont été traitées avec Apivar plus un traitement hivernal à base d'acide oxalique, ou des pratiques qui sont en gestion populationnelle. Et on va donc agglomérer les colonies qui relèvent d'une typologie de traitement pour avoir une vue d'ensemble sur cette typologie de traitement. Et donc ça, on fait ça par typologie de traitement. Donc il y a l'ADA, les TSA peuvent également participer, et donc bien sûr les apiculteurs. Alors, la méthode de prélèvement, eh bien, on va choisir un cadre avec des grosses larves, donc avant operculation, et le varroa est attiré par les phéromones du couvain après être operculé. Donc il est sur les abeilles, et en respectant ce mode opératoire, ça veut dire qu'on prélève toujours du varroa à des endroits, on va dire, propices à en trouver.
Et ça vaut pour tous les prélèvements. Donc il y a une conformité entre tous les échantillons en termes de lieu de prélèvement. Ensuite, la collecte des échantillons. Donc on procède avec un gobelet et on prélève 42 grammes d'abeilles, soit 120 millilitres. On prend le soin d'isoler la reine ou de bien vérifier que la reine n'est pas sur le cadre que l'on va prélever. Et on passe sur le cadre de haut en bas. Et on peut secouer légèrement le gobelet de temps en temps pour conserver les abeilles dedans, parce qu'il y en a qui souhaitent s'envoler. Des abeilles. Donc les abeilles collectées sont versées dans un sachet congélation en plastique avec zip pour plus de facilité. Au préalable, on annote les numéros de ruche, le nom du rucher et la date. Ensuite, on le ferme en laissant le moins d'air possible dans le sachet. Et puis, on le place dans une glacière entre deux pains de glace. Et puis, une fois rentré, donc pour ce qui est de la WFC au bureau, eh bien, il est mis au congélateur en attendant le lavage des abeilles qui va nous permettre de connaître le niveau d'infestation. Alors, pourquoi cette méthode plutôt que celle au CO2 ou au sucre glace? C'est qu'il y a un côté où c'est plus rapide sur le rucher. Donc, comme on a un temps contraint, on essaie de passer le moins de temps possible sur les ruchers pour faire le plus d'échantillons durant la journée. Ça permet un traitement des échantillons en différé. C'est une méthode donc commune pour comparer les résultats. Et puis, il y a un côté où c'est plus fiable que le CO2 ou le sucre glace, tout particulièrement sur les niveaux à faible infestation. Alors, la méthode de lavage, donc, on pèse les sachets contenant les abeilles. Ces sachets, d'ailleurs, ont un poids spécifique, donc, qui est une tare. Donc, ça, on prendra cette information en ligne de compte. On verse le contenu dans un tamis. Pardon, on ajoute de l'eau savonneuse, puis on ajoute vigoureusement le sachet ou le bocal, si on fonctionne avec le bocal. On secoue à peu près pendant 1 minute. On verse le contenu dans un tamis et on rince les abeilles abondamment. Et puis ensuite, on retire le tamis sur lequel sont les abeilles. Et puis là, on va compter les varrois qui sont présents dans le second tamis. De préférence, le positionner sur un fond blanc. Donc là, on voit que c'est un seau qui est blanc. Et puis, on va dénombrer le nombre de varrois et on va faire un calcul du niveau d'infestation, puisque le poids du sachet avec les abeilles, ce poids d'abeilles, on va le diviser par 0,14, ça va nous donner le nombre d'abeilles, et on aura le nombre d'abeilles divisé par 100 pour avoir le nombre de centaines, et donc le nombre de varrois divisé par le nombre de centaines, ou alors on fonctionne avec la formule qui est indiquée, qui est 100 fois le nombre de varrois fois le poids des abeilles divisé par 0,14. Alors qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, le retour individuel, il est à gauche, c'est-à-dire que vous avez les numéros de ruche, vous avez les poids des sachets, le poids des abeilles, le nombre de varrois et le nombre de varrois phorétiques, donc pour 100 abeilles, avec une moyenne, une médiane, un écart type, et puis la valeur du seuil, donc là on était pour l'été, c'est 3 varrois. À la visite de printemps, ce qui est bien, c'est qu'il y en ait 0. À la période estivale, inférieure à 3, et puis à l'automne, moins de 1. Vous avez une petite représentation avec un histogramme. Et donc ça, c'est pour le retour individuel. Cette fiche est nominative et est adressée aux apiculteurs. Et puis, il y a un retour collectif. Donc, par exemple, à l'été 2025, il a été visité plusieurs ruchers avec du bévarol chez plusieurs apiculteurs. Et bien là, on voit un graphique où on a 0 colonies qui ont 0 varroa phorétique pour 100 abeilles. Donc, le bévarol était appliqué en fin d'année 2024. On a 6% qui ont entre 0 et 0,5 varroa phorétique, 6% entre 0,5 et 1, et puis on voit qu'il y a 50% des colonies qui ont entre 1 et 3 varroa phorétiques pour 100 abeilles, et puis ensuite on a quand même
13 plus 25, 38% des colonies, donc un pulgaire qui a plus de 3 varroa phorétiques pour 100 abeilles. Seuil à essayer de ne pas dépasser. Voilà. Et puis, toujours à titre d'exemple d'utilisation de la campagne varroa, donc là, on est sur la période automnale, au mois d'octobre. Et donc, vous avez deux cas de figure. Alors, on est sur une période qui est tardive. Et là, et dans les niveaux d'infestation présentés, ben, ils sont trop élevés. Donc, période trop tardive et niveau d'infestation trop élevé pour un traitement longue durée et même de l'encagement. Donc là, par exemple, chez un apiculteur dans le Doubs, le niveau d'infestation au 12 août 2024 était en moyenne d'à peu près 9 varroa phorétiques pour 100 abeilles, avec un maximum à 17, un minimum à peu près 1. Ceci étant, ce sont des niveaux qui étaient donc trop élevés pour faire des traitements longue durée de l'encagement. Donc l'apiculteur a fait le choix du retrait de couvain avec un traitement acide oxalique. Et l'opération s'est avérée très fructueuse puisque les abeilles, donc la reine a relancé la ponte immédiatement et la désinfestation a été immédiate et le taux de mortalité hivernale a été de 0%. Pour ce qui est de 2025, là vous avez un exemple en Haute-Saône avec un contrôle du niveau d'infestation au 15 octobre sur de l'eau, des essaims qui n'avaient pas reçu de traitement et puis des essaims qui avaient reçu un traitement à base d'acide oxalique, avec quand même pas forcément dans les conditions optimales en termes d'absence de couvain. Et on voit qu'on a des niveaux d'infestation dans le premier cas sans traitement où on est à peu près en moyenne, c'est la petite croix, aux alentours de 13 varroa phorétiques pour 100 abeilles, une médiane qui est aux alentours de 11. Et puis pour l'autre, la moyenne est à 10 et la médiane est à peu près 6. Donc nous sommes au mois d'octobre, un traitement longue durée et un encagement sont exclus. Et donc là, l'apiculteur a passé ses essaims, qui étaient sur 5 cadres à 3 cadres, en retirant 2 cadres de couvain et donc en appliquant un traitement à base d'acide oxalique. Les reines ont relancé la ponte. Il n'y a pas eu de perte hivernale. Et au 30 mars 2026, les colonies étaient sur 5 cadres d'abeilles. Et donc là, elles viennent d'être agrandies. Et sur la photo suivante, vous pouvez voir la force de ces essaims qui ont été traités avec retrait de couvain au mois d'octobre. Voilà. Donc voilà pour la campagne Varroa. Et puis, un test de résistance aux herbicides, avec pour objectif permettre aux structures apicoles et aux apiculteurs de connaître rapidement et à faible coût les résistances du varroa aux produits de traitement. Donc là, on est sur un dispositif Apiarium. Donc l'objectif 1, c'est mettre au point et valider la fiabilité d'une modalité d'évaluation de terrain de la résistance du varroa aux produits de traitement en comparaison de tests en laboratoire. Et l'objectif 2, c'est mettre à disposition des structures sanitaires et des apiculteurs un outil d'évaluation du niveau de résistance des varrois dans le cheptel qui soit rapide et bon marché. Alors, la méthodologie et la période. Donc, la méthodologie, ben, on a une préparation du matériel, déjà, des apiariums, et puis il faut identifier des candidats via la campagne varroa. Si l'infestation est suffisante, eh bien, on va faire des déplacements pour des prélèvements. Donc, schématiquement, c'est un cadre de couvain pour le test laboratoire. Et puis, si possible, parce que là, on a des contraintes en niveau d'infestation qu'on verra sur la diapositive suivante, comme on va travailler sur les molécules amitrase et tofluvalinate, l'idée, c'est de pouvoir prélever 12 colonies et 2 prélèvements par colonie pour tester le tofluvalinate d'un côté et l'amitrase de l'autre. On expédie l'échantillon de couvain au laboratoire et puis le test en apiarium se fait à la DABFC. La période, donc, c'est juillet-août et donc avant traitement. Voilà, donc là, vous avez une petite représentation et vous avez sur la diapositive suivante, on revient sur les modalités de participation et de réalisation.
tout particulièrement la vérification de la compatibilité des niveaux d'infestation, puisque en varroa phorétique pour sans abeilles, qui, si c'est validé, conduisent à un prélèvement et au test. Alors, les tests laboratoires, eh bien, il faut avoir un niveau d'infestation qui soit supérieur à 5 varroa phorétiques pour 100 abeilles. Autrement dit, il faut avoir des colonies qui soient quand même très infestées. Si c'est possible, on peut prélever, si on a 3 colonies qui ont plus de 5 pour 100 abeilles, il est possible de prélever du couvain dans chaque colonie à raison de carrés de couvain operculés, 1 cm par 1 cm. Et sinon, si par exemple on n'a qu'une seule colonie, ce qui a été bien souvent le cas en 2025, eh bien c'est un échantillon d'à peu près 25 cm par 15 cm. Les prélèvements se font en début de semaine, lundi ou mardi, pour une expédition de couvain dans la foulée, avant 16h30, quand on fonctionne avec Chronopost. Donc là, c'est une course contre la montre euh, pour réussir à faire l'opération. Eh bien, lui, il estimait à peu près qu'il faut avoir plus de 3,3 VP pour 100 abeilles. En fait, il faut qu'il y ait un minimum de 5 varrois par échantillon d'abeilles testé par apiarium. On prélève 200 grammes d'abeilles par échantillon et éventuellement, en fonction du niveau d'infestation, il y a une possibilité de modulation avec le poids, donc la quantité d'abeilles prélevées. Donc 2 échantillons, car 2 molécules testées, amitrase et tofluvalinate, et le prélèvement, il est calé sur le test laboratoire, c'est-à-dire que lorsque l'on se déplace pour le test laboratoire, qui nous sert d'étalon par rapport au test apirium, eh bien, on fait l'ensemble des manipulations ce jour-là. Et il est demandé un relevé historique des traitements sur les 5 dernières années. Donc là, c'est la question du registre d'élevage. Alors, là, c'est un schéma pour représenter un petit peu comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'en rouge, vous avez la campagne, en haut à gauche, vous avez la campagne varroa d'été. Vous avez en jaune et en bleu quand il n'y a pas de test, c'est-à-dire que les niveaux d'infestation sont inférieurs aux prérequis. Et puis la pastille rouge, c'est quand vous avez suffisamment de varroa. Et donc tout ça, ça nous conduit à des prélèvements d'abeilles, des prélèvements de couvain avec envoi, incubation, test de Pétis ou de sensibilité et des résultats. L'année dernière, il y avait 17 apiculteurs qui étaient candidats. Il y a eu 257 colonies qui ont été prélevées dans le cadre de la campagne varroa. Et à l'arrivée, il y a eu 9 apiculteurs qui ont été participants au test sur 78 colonies, soit à peu près un quart, un peu moins d'un quart, un peu plus d'un, 28, oui, un peu plus d'un quart des colonies qui ont participé au test. Donc il y a en fait beaucoup d'incompatibilités si les niveaux d'infestation sont trop faibles. Alors, l'utilisation des données, donc là, par rapport au test labo, euh, les informations relatives au test ont été adressées aux apiculteurs qui ont participé. Et puis, mis bout à bout, comme on a eu un souci d'échantillons perdus, il ne nous en est resté que 8 au bout, on a un panorama régional qui est diffusé dans les bulletins d'information, mais également aux structures sanitaires apicoles, etc., pour voir voilà, sur ce qui a été prélevé, au regard des modalités de traitement, etc. Voilà la synthèse, le résultat des tests laboratoires. Les tests de résistance en apiarium, eh bien, l'objectif, c'est la constitution d'un outil rapide et bon marché à destination des GDSA et des apiculteurs, ça on en avait parlé. Les informations sont également adressées aux apiculteurs. Et puis, si on s'aperçoit qu'il y a concordance de fiabilité entre les deux modalités, eh bien, le test de résistance en apérium pourra constituer un outil d'aide à la décision sur le choix des modalités de traitement lorsqu'on est confronté à des problématiques de résistance du varroa aux molécules de synthèse. Alors, une petite illustration du matériel. En haut à gauche, vous avez un apiarium dans lequel on entrevoit des petits morceaux de sucre
qui sont destinés à nourrir les abeilles lorsqu'elles sont dedans. En haut à droite, eh bien, vous avez des caisses qui sont préparées avec les apiariums. Donc là, c'est pour les prélèvements. Tout ce petit monde-là est ramené à la DA Bourgogne-Franche-Comté. On a une pièce qui est tempérée, donc qui est dans une plage de température donnée pour permettre de faire le test. Donc là, vous voyez les apiariums remplis d'abeilles qui sont sur des feuilles collantes. Et vous pouvez voir sur la diapositive de droite, eh bien, des varroas qui tombent des abeilles dans le cadre du test de sensibilité. Donc voilà pour une présentation rapide des modalités. Donc c'est une présentation rapide, il y a beaucoup d'éléments. On pourra revenir dessus à la suite. Et maintenant, je passe la parole à Tiffaine sur un autre volet qui est celui de l'étude des arrêts de ponte hivernaux en Bourgogne-Franche-Comté. Merci Jean-Baptiste. Donc du coup, effectivement, donc ça c'est la troisième action du projet. Son objectif principal, donc, c'est d'améliorer les connaissances sur l'évolution des arrêts de ponte, donc pour garantir l'efficacité des traitements hivernaux. Donc le premier objectif, c'est de définir les facteurs qui vont venir influencer ces périodes d'absence de couvain et donc de pouvoir surveiller les ruptures tout au long de la période hivernale. Et le deuxième, c'est d'informer les apiculteurs qui sont autour des ruchers sentinelles pour que on puisse avoir des applications de traitement simultanées pour profiter de cette période d'absence de couvain. Donc la diapo suivante. Donc la première étape, donc ce serait de caractériser 6 ruchers donc en 2026 et 8 en 2027, donc dans les différentes zones climatiques identifiées en Bourgogne-Franche-Comté, donc pour avoir un petit peu des ruchers sentinelles sur chacune de ces zones. Donc là, vous avez des cartes qui illustrent un petit peu ces zones. La seconde étape, c'est de surveiller la rupture de ponte en visitant les colonies du mois de novembre à février, donc sur 2 ans, donc 2026-2027 et 2027-2028, tous les 15 jours, en recueillant un certain nombre de données, donc que ce soit l'observation de la présence de couvain, le type d'abeille qui est des colonies, la taille et la dynamique de cette colonie et la température de la grappe grâce à des capteurs et des balances et des données météorologiques, donc que ce soit la température, la pluviométrie. Donc ouvrir des ruches en hiver, c'est possible, ça demande un petit peu de technicité, mais c'est tout à fait possible. Sachant que cette action, elle se base sur un projet qui a déjà été conduit par l'ADAORA qui s'appelle DEFIPAC et où ils ont utilisé donc les mêmes conditions, où ils ont identifié ces conditions pour ouvrir les ruches. Donc, il faut que la température soit supérieure à 10 degrés, pas qu'il y ait pas ou peu de vent et pas de pluie. Il faut qu'on ait une grappe suffisamment grande, donc des dynamiques qui sont quand même suffisamment dynamiques. Il faut être suffisamment délicat pour ne pas faire tomber d'abeilles des cadres et en même temps suffisamment rapide pour que la colonie soit ouverte moins d'1 minute. Donc, pour une date handicap, ça représente 4 cadres de visités. L'étape 3, c'est donc de définir les facteurs qui influencent la période d'absence de couvain à partir de toutes ces observations et données recueillies. Donc là, vous avez un petit schéma qui présente tout ce qu'on peut analyser, que ce soit voilà, les réserves, la dynamique de la colonie, l'âge de la reine et puis voilà, les conditions météorologiques. Et suite à ça, c'est d'informer donc les apiculteurs sur les périodes et lieux qui favorisent un arrêt de ponte et donc les moyens qui permettent de détecter cette période d'absence de couvain. Et derrière, ça serait de mettre en place un observatoire grâce à une carte interactive. Donc ça, c'est effectivement si on arrive à des données concluantes qui permettent d'aboutir à ce genre d'outils. Donc voilà pour ce qui est de l'action 3. Bon, c'est un petit peu plus court, parce qu'il y a voilà, il y a tout un travail, au préalable à mettre en place, sur définir les zones, où implanter les ruchers et après, voilà donc
définir un petit peu voilà, les personnes qui seraient volontaires pour faire le suivi de leur ruche en hiver. Donc, la diapo suivante, comment participer? Donc, voilà, bah, il suffit tout simplement de vous manifester soit auprès de l'ADA, soit auprès de la section apicole, donc Jean-Baptiste et moi, hein. Vous avez possibilité de participer à une ou plusieurs actions selon ce qui vous intéresse. Donc il y a des actions comme la campagne Varroa qui tout de suite, vous permet d'avoir, voilà, un un retour sur, pour vous, et comment traiter Varroa, et d'autres, actions comme la 1 et la 3 qui sont plus de l'expérimentation, et qui derrière doivent nous permettre d'avoir de la donnée pour aussi, arriver à des conclusions sur la fiabilité des outils qu'on essaye, de mettre en place, hem, à travers ces actions. Voilà pour ce qui est, de la présentation. Donc on peut passer au temps des questions, s'il y en a, n'hésitez pas à les mettre dans l'onglet conversation. Quel temps, donc là, il y a une question. C'est quel temps de réflexion nous avons pour nous inscrire sur les différentes actions. Euh, alors, sur le printemps, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué. C'est bien de pouvoir dire rapidement si l'on est intéressé ou pas, tout simplement parce que on a des contraintes de disponibilité et des contraintes météorologiques. Donc, si on n'essaie pas d'anticiper un petit peu pour organiser des rendez-vous, eh bien, on risque de passer à côté de la possibilité de faire des prélèvements. Voilà. Et donc là, il n'y a pas de, comment dire, euh, le plus tôt, je dirais, le plus tôt est le mieux. Ensuite, on peut se dire que on veut plutôt, si on est plus tenté par tout ce qui est test de résistance euh, et campagne varroa d'été, ou éventuellement campagne varroa d'octobre, et bien là, on a comment? On a plus de temps pour se manifester. En fait, c'est que l'action 1 est complètement conditionnée donc par le nombre de varrois que vous pouvez avoir, mais du coup, il faut qu'on connaisse ce nombre de varrois pour savoir si on peut prélever vos colonies. Donc c'est pour ça que voilà, c'est intéressant de passer, par la campagne varroa pour avoir ce genre de données. Hem, Si après, vous suivez vos colonies et que vous connaissez le nombre de tu m'arrêtes Jean-Baptiste, hein, si je me Ah trompe, oui. mais si vous connaissez votre nombre de varrois et que vous voyez que vous avez suffisamment de varrois pour, tout ce qui est test de résistance, ça peut éventuellement s'envisager comme ça. Mais voilà, pour pouvoir faire les tests en laboratoire et en apiarium, il faut un nombre de varrois consécutif. Sinon, bah, voilà, c'est des coûts, le laboratoire reçoit le couvain, voit qu'il n'y a pas suffisamment de varrois pour faire l'analyse, et donc du coup, c'est des coûts d'envoi qui voilà, qui sont perdus, quoi. Mhm. Et bien souvent, en termes de manipulation là, sur, sur l'été, en fonction de la période à laquelle l'apiculteur envisage de traiter et de différents éléments, on passe entre une semaine et 15 jours avant pour valider ou pas si les colonies sont compatibles avec les tests. Et une fois que ça c'est validé, on vient. Donc des fois, il peut se passer une semaine, voire un peu plus. Mais en tout cas, la situation est clairement identifiée. Pour ce qui est de l'action numéro 3, par contre, donc l'étude des arrêts de ponte, je pense que là, on fera une relance, cet été pour relancer, voilà, enfin, si vous êtes volontaire pour, ça, n'hésitez pas à, voilà, vous manifester rapidement, mais on fera une relance de toute façon, pendant la période estivale, pour voir qui est prêt à, voilà, à faire un suivi des colonies, pendant l'hiver. Là, pour le coup, il y a un petit peu plus de temps. Et pour ce qui est de cette troisième action,
La BFC dispose de balances connectées avec, entre autres, une sonde que l'on peut mettre dans la grappe au niveau du couvain pour observer l'évolution de la température de la grappe qui, lorsque celle-ci diminue, indique qu'on se retrouve très probablement en dehors de la présence de couvain. Voilà, donc là, on a du matériel pour, euh, pour l'observation, en tout cas, de la température de la grappe au niveau de l'ADA. Par exemple, pour 2025, vous avez vu qu'il y avait beaucoup d'apiculteurs qui étaient candidats, et puis finalement, il y a eu peu d'élus. Et on a été contraint, à un moment donné, de travailler sur des ruchers qui pouvaient voilà, avoir à peu près une dizaine de ruches, voire peut-être même un petit peu moins. On avait un budget pour faire des tests de résistance. C'était important de pouvoir faire le maximum que l'on pouvait, même si tout ne rentrait pas quelque part dans les clous en termes de... Enfin, c'était représentatif au niveau du rucher, mais c'est vrai que ça faisait relativement peu d'échantillons. En tout cas, on a essayé de profiter au maximum des ruches qui étaient infestées. Et des fois, vous pouvez avoir, enfin, vous venez, vous prélevez par exemple 12 ruches ou même un peu plus. D'ailleurs, par rapport à l'apiarium, vous pouvez en prélever peut-être même 20 si vous avez un gros rucher. Et puis là, vous allez voir que les niveaux d'infestation, toutes les ruches ne sont pas forcément compatibles. Donc d'un seul coup, ça va se réduire. Et des fois, ça peut se réduire à, parmi les ruches qui peuvent participer au test, et vous n'allez pas en avoir 10, vous n'allez pas en avoir 12, vous en aurez peut-être 7. Là, on fait avec les 7. Et puis, si à un moment donné, on a épuisé en quelque sorte les possibilités avec des gros ruchers, on peut aussi se déplacer sur des petits ruchers qui peuvent s'avérer malheureusement avec des colonies, l'ensemble des colonies qui sont toutes compatibles et qui peuvent être inférieures à 10, mais en même temps, là, on a quelque chose de très représentatif au niveau du rucher. Donc, c'est à géométrie variable et c'est en fonction des niveaux d'infestation des colonies. Donc, avoir un minimum de 10 ruches, c'est mieux. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que les 10 ruches auront un niveau d'infestation très élevé. Donc, on a vraiment beaucoup comment dire, de contraintes à gérer en termes de temps, en termes de nombre de colonies, de niveau d'infestation des ruches, etc. Et sur la base de toutes les informations que l'on arrive à recueillir, eh bien, on peut ou pas faire les prélèvements. Une autre question, peut-on mettre en culture des Stratiolaelaps pour débarrasser les abeilles du varroa et créer une symbiose? Alors là, attendez, là, vous parlez de Stratiolaelaps ou de Trophilaelaps? Parce que je ne connais pas le Stratiolaelaps. Oui, moi non plus. Enfin, dans tous les cas, on travaille avec de l'AMM. Donc voilà, je ne sais pas si Stratiola Elaps a une AMM, je ne crois pas, ça ne me parle pas en tout cas. Donc voilà, mais je ne connais pas non plus. Hmm. Alors après, à la question de Pierre-Yves, hein, un apiculteur en cours d'installation peut-il participer en termes d'historique de traitement d'un an ou deux? Donc, un apiculteur en cours d'installation, c'est un apiculteur qui en quelque sorte est fragile et qui ne peut pas se permettre de perdre de ruches, notamment entre autres à l'hivernage, avec d'éventuelles pertes liées à une résistance du varroa. Donc, un apiculteur en cours d'installation peut très bien participer et ça peut lui être grandement utile. Voilà. Ne serait-ce que déjà l'étape 1 de la campagne varroa. Et si niveau d'infestation élevé, ça peut lui permettre de savoir si le traitement avec lequel il envisage de traiter va être adapté par rapport à la résistance du varroa. Donc, certes, on n'aura pas forcément
un historique sur plusieurs années, mais ça peut être aussi très intéressant. La partie absence de couvain est pour moi très intéressante. Perso, j'ai des sondes de température sur 4 ruches et qui me donnent fidèlement. Absence de couvain sans ouvrir. La fourniture de tels capteurs aurait pu être envisagée pour pas très Pas très cher. cher. Ouais. Et Alors là, c'est Michel ben, Péchineau. Alors, c'est quel type de balance, de sonde. Michel? Et alors, les sondes, oui, alors oui, il y a quel type de sonde? Parce qu'il y a des balances qui sont dotées de sondes. Nous, ce sont des balances OptiBee. Mais effectivement, il y a des sondes qui ne sont pas liées à des balances. Balance CBK. D'accord. Alors, Bah, je ne écoutez, connais pas. Michel, de toute façon, je vous contacterai pour voir un peu plus d'infos, parce qu'effectivement, ça peut être tout à fait intéressant aussi. D'accord, donc Donc, ça ferait. Après, le plus il y a de participants sur cet observatoire d'arrêt de ponte, le plus l'observatoire sera fiable. Donc, Michel, je dirais bienvenue. merci surtout à vous pour votre patience. Encore une fois, désolée, hein, pour cette, voilà, c'était un petit peu laborieux. On y est quand même arrivé. Donc du coup, vous avez pour la plupart dû recevoir le diapo en PDF. Donc n'hésitez pas à aller y rejeter un petit coup d'œil. Euh, Très bien. Bah, écoutez, si là, je fais attention, je vois les commentaires. Si vous avez arrivé à retrouver l'article, la référence de l'article, moi, je suis preneuse. N'hésitez pas à me l'envoyer par mail. Mais du coup, voilà. Donc, dans le diapo que je vous ai envoyé, je ferai attention à ce que tout le monde l'ait reçu, parce que j'ai la liste des contacts. Euh, vous avez nos coordonnées, donc n'hésitez pas effectivement à nous recontacter si vous avez d'autres questions ou si vous êtes intéressé voilà, pour vous manifester et qu'on puisse vous enregistrer. Dans tous les cas, voilà, on fait le lien entre Jean-Baptiste et moi pour avoir les infos au même niveau. Ah, et puis, si vous ne participez pas, cela ne vous empêche pas d'essayer de mesurer les niveaux d'infestation de vos colonies. Euh, voilà, parce que c'est une information intéressante et très importante. Oui, dans tous les cas, on n'a pas fini de dire que est un, le comptage est un outil primordial dans la gestion varroa. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Ok. Eh ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense on va s'arrêter ici. Euh, si c'est tout bon pour toi aussi, Jean-Baptiste. Oui, bonne fin de journée. Au revoir.